Allô, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « Les nationalismes et l'autonomie du Canada », donc le Canada entre 1896 et 1945. Dans cette mini-récup, on va se concentrer sur la deuxième phase d'industrialisation au Canada et au Québec. Plus précisément, on va parler des ressources naturelles et du secteur industriel, du rôle de l'État, du capitalisme de monopole et des investissements étrangers, et on va terminer avec le commerce extérieur. À la fin des années 1800, début des années 1900, la situation économique au Canada, ça va bien. Donc, on parle d'une économie qui est prospère. Donc, on peut voir ça dans « ça va plus bien ». Qu'est-ce qui fait en sorte que l'économie va bien? On va faire un petit rappel, un petit portrait de l'économie à ce moment-là. J'efface le tout. La politique protectionniste qui avait été mise en place par Johnny MacDonald dans sa politique nationale, eh bien, ça fait que, politique protectionniste, on achète plus dans le pays. Donc, on achète à l'intérieur du pays, donc dans le pays. Par la suite, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ma liste, ça ne sera pas super droite. Donc, les employés, main-d'œuvre, beaucoup avec l'immigration. On en a parlé dans une autre vidéo. Il y a beaucoup... il manque un V ici, là. V-R-E. Donc, main-d'œuvre, il y en a beaucoup, surtout grâce à l'immigration. Fait qu'on a une bonne main-d'œuvre pour que les gens puissent travailler. Le blé, donc il y a beaucoup d'agriculture, surtout dans l'ouest du pays, et ça va faire qu'il va y avoir une augmentation de l'exportation de ces produits agricoles-là. Donc, une augmentation de l'exportation, ce qui est quand même bon pour l'économie aussi. Il y a plus de monde, il y a plus de main-d'œuvre, mais il y a plus de gens aussi dans le pays. Plus de gens, plus de besoins, donc une augmentation de la consommation de produits. Ça va pas bien. OK, on va l'avoir. Donc, une augmentation de consommation. Il y a aussi l'industrie de la Première Guerre mondiale. Il y a une vidéo sur la Première Guerre mondiale, on ne rentrera pas dans les détails. Mais l'industrie de guerre, ça a créé des emplois. Donc, ça a été bon aussi pour l'économie dans cette période-là. Et là, il y a eu une nouvelle, pendant la deuxième phase industrielle, il y a une nouvelle source d'énergie qui va être exploitée. Quelle est cette énergie? Je te pose la question. Au Québec, quelle source d'énergie favorise le développement de nouveaux secteurs industriels? A. La vapeur. B. L'hydroélectricité. C. L'énergie éolienne. Ou D. Le charbon. C'est B. L'hydroélectricité. Donc, au Québec, comme tu le sais peut-être, il y a vraiment beaucoup de cours d'eau, ce qui va favoriser le développement de l'hydroélectricité. Donc, il y a plusieurs barrages et centrales qui vont être construites un peu partout sur le territoire québécois pour utiliser la force de l'eau pour créer de l'énergie, pour créer de l'électricité. Et ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup d'énergie à quand même un faible coût, ce qui va quand même être favorable pour les différentes industries. Et ça, ça va permettre justement aux industries de se développer un peu partout sur le territoire québécois. Donc ici, on voit un exemple de barrage là, de la Shawinigan Water and Power Co. OK, pardonnez mon anglais. Et la construction, à cette époque-là, la construction des barrages et des centrales va être financée par les compagnies privées. Je te donne un exemple. L'Alcan. Donc, l'Alcan va construire des barrages et des centrales qui vont alimenter les usines de l'Alcan. Donc, c'est pour ça qu'ils vont les construire, qu'ils vont les financer. Mais l'électricité qu'ils vont produire, ils vont aussi la vendre au Québec pour alimenter les domiciles. Avec la nouvelle source d'énergie qui est l'hydroélectricité, donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs industries qui vont se développer un peu partout sur le territoire. Donc, il va y avoir différents secteurs industriels. On va les aborder les différents secteurs industriels, mais pas de fond en comble, mais juste pour que tu aies un portrait de ce qu'il y avait sur le territoire québécois à ce moment-là. D'abord, le secteur des pâtes et papiers. À cette époque-là, il y a beaucoup de journaux
donc qui sont imprimés, qui sont distribués, oui, au Canada, mais aussi dans les autres pays, notamment aux États-Unis. Et les États-Unis vont se tourner vers le Québec, vers le Canada, pour fabriquer la pâte de papier et le papier aussi. Pourquoi? Parce que au Canada, au Québec, il y a beaucoup de conifères. Quand on parle de conifères, on parle par exemple d'épinettes de sapin. C'est des essences de bois qui sont vraiment bonnes pour faire de la pulpe de papier. Donc, pulpe de papier, pâte de papier. Donc, c'est ça, fait que ça va permettre à ce secteur-là de se développer, notamment au Québec, dans certaines régions comme le Saguenay et l'Outaouais. Donc, l'exemple que tu vois ici, c'est une usine de pâte et papier à Kenogami. Kenogami qui se trouve dans Jonquière et maintenant dans Saguenay. Donc, ça peut te repérer un petit peu. Et même cette industrie-là de pâte et papier va prendre le dessus sur le secteur de bois d'œuvre au Québec. Quel métal est surtout produit dans l'industrie métallurgique au Québec au début des années 1900? A. L'aluminium. B. Le fer. C. Le cuivre. D. Le plomb. C'est A. L'aluminium. Donc, du côté du secteur industriel de la métallurgie et des produits chimiques, on va commencer avec la métallurgie. Comme on vient de le voir avec la question, c'est l'aluminium qui est beaucoup fabriqué au Québec. Donc, il y a des alumineries qui vont se développer, qui vont être fabriquées dans différents secteurs du Québec. Ici, on peut voir l'usine d'Alcan à Arvida. Arvida qui est au Saguenay. L'industrie de l'aluminium, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, l'hydroélectricité va permettre de développer, de fournir ces industries-là en électricité. Donc, tantôt, avec l'exemple que je t'ai donné, l'Alcan va fabriquer ses propres centrales, ses propres barrages pour alimenter son industrie. Donc, métallurgie, on a l'aluminium. Du côté des produits chimiques, donc on va fabriquer des produits chimiques surtout pour le secteur des pâtes et papier, des papers, donc des pâtes et papier. Parce que pour fabriquer des pâtes et papier de manière chimique, eh bien, ça prend des produits chimiques. Il y a aussi des produits chimiques qui vont être faits pour le secteur du textile, donc pour le tissu, parce que là aussi, ça prend dans la fabrication des produits chimiques. Secteur industriel, encore, il y a, métallurgie, aluminium, pâte et papier, textile avec les produits chimiques, et aussi la transformation de produits pétroliers. Donc ça va surtout être près de Montréal, que ça va se développer, ces industries-là. Donc, ça peut être des raffineries de pétrole, par exemple, ou de transformer les produits pétroliers, donc la base du pétrole, en produits comme du plastique, par exemple. Un autre secteur industriel qui va prendre de l'expansion, c'est la production manufacturière. La production manufacturière, c'est la transformation de produits de matières premières en différents produits. Donc, il y a une augmentation de la population. On disait, il y a plus de gens, mais il y a plus de besoins pour différents produits, notamment les produits du quotidien, par exemple, des vêtements ou des électroménagers. Il y a une plus grande demande, donc il va y avoir une plus grande production, qui fait que la production manufacturière va augmenter. Un autre secteur industriel, c'est le secteur des mines. Ce secteur-là va être en croissance, donc pendant la période au début du 20e siècle, des années 1900. Pourquoi ça va être en augmentation? Notamment parce qu'il y a plusieurs produits, plusieurs biens qui demandent différents minerais dans la production. Au Québec, différents minerais qui vont être exploités. On peut parler du zinc, de l'or, de l'amiante. Donc ça, ce sont des exemples. Justement, ici, c'est une photo de mine d'amiante à Val-des-Sources qui, anciennement, s'appelait Asbestos. Et ça, ce secteur-là va permettre à certaines régions de se développer, par exemple à l'Abitibi ou au canton de l'Est. Toutes ces activités industrielles-là qu'on vient de voir, les pâtes et papiers, les mines, les manufactures, etc., ça se passe tout sur le territoire québécois. Bien, en général, sur le territoire canadien, mais là, nous, on se concentre sur le territoire québécois.
Et ça m'amène à une question. Le gouvernement québécois intervient dans l'économie de sa province au début des années 1900. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est le gouvernement, c'est le Parti libéral, pardon, qui est au pouvoir entre 1897 et 1936. Et ce parti politique-là met de l'avant le libéralisme économique. Le libéralisme économique, là, en résumé, on ne rentrera pas dans les détails, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que l'État n'intervient pas dans l'économie. L'économie, ce sont surtout les entreprises privées qui la font fonctionner. Donc, c'est le principe qui est en place au Québec à cette époque-là. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, comme ce sont les entreprises privées qui vont exploiter les différentes ressources, par exemple les ressources naturelles, eh bien, ça va amener différentes industries un peu partout dans le monde à venir exploiter les ressources sur le territoire québécois. Ça va être surtout des entreprises américaines qui vont venir s'installer sur le territoire québécois. Mais là, même si le gouvernement n'intervient pas, donc il n'y a pas d'intervention du gouvernement, donc même s'il n'intervient pas, il va quand même encadrer l'exploitation des ressources parce que, je veux dire, c'est quand même les ressources qui sont sur le territoire du Québec, donc qui appartiennent à toutes les populations qui habitent sur le territoire québécois qui est géré par le gouvernement. Concrètement, comment le gouvernement peut encadrer cette exploitation-là? Par exemple, en attribuant des permis. Donc, si une entreprise, une compagnie américaine vient exploiter une mine d'or, par exemple, eh bien, pour pouvoir l'exploiter, doit demander et acheter un permis comme un droit d'exploitation au gouvernement québécois. Donc, même s'il n'intervient pas directement dans l'économie, il va quand même s'assurer d'encadrer cette exploitation des ressources naturelles-là quand même. Donc, on vient de voir qu'il y a plusieurs industries sur le territoire se développe, les industries se développent. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements dans la manière de fonctionner. Puis ça va mener au capitalisme de monopole. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà, mais là, on va comme le voir plus, ça va comme être amplifié, mettons. Mais là, le capitalisme de monopole, le capitalisme de monopole, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on parle d'un monopole, on parle de quelqu'un, d'une entreprise, d'une entité qui contrôle un secteur. C'est un peu le même principe ici. Donc, on parle de capitalisme de monopole quand une entreprise ou une compagnie va gérer tout un secteur. Je te donne un exemple pour que ça soit plus clair. On va prendre l'exemple d'entreprise forestière. Oups. Donc, prenons l'exemple d'entreprise forestière. On a nos entreprises ici. Entreprise numéro 1, entreprise numéro 2 et entreprise numéro 3. Les trois entreprises sont dans le milieu forestier, exploitent la ressource forestière, transforment le bois et vendent le bois. Ce sont trois entreprises différentes. Par exemple, ici, il va fixer ses prix. Mettons qu'il fixe un moyen prix. Et là, l'entreprise numéro 2, elle est comme, moi, je vais le faire un peu plus bas. Fait que là, mettons que tu es l'acheteur. Puis tu as deux produits qui sont, mettons, de qualité quand même semblable. Mais il y a de bonnes chances que tu aies acheté celui qui coûte le moins cher. Ce que ça va faire, c'est que lui, il fait comme, moi là, si je veux concurrencer mon concurrent, l'autre entreprise, il va falloir que je change mes prix. Donc, il va y avoir cette concurrence-là entre les différentes entreprises. Et là, dans le but un peu du capitalisme de monopole, c'est de posséder tout un secteur pour qu'il y ait plus de concurrence. Donc, imaginons que l'entreprise numéro 1, je vais effacer le reste ici, l'entreprise numéro 1, elle va acheter ses concurrents
Et maintenant, ce ne sera plus 3 entreprises, mais bien une entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Elle est toute seule. Elle n'a plus de concurrents. Elle peut donc décider de fixer ses prix comme elle le veut parce que les acheteurs, ils n'auront plus ben de choix. C'est cette entreprise-là qui en vend, c'est là que je vais les acheter. Fait qu'elle peut décider de mettre ses prix un peu plus chers. Puis le but des entreprises, c'est de faire le plus de profit possible. Donc, il y a des chances qu'ils mettent leur prix un peu plus élevé, puis en ayant plus de concurrence, mais ils n'ont pas à se soucier il va peut-être aller l'acheter ailleurs. On va terminer cette vidéo en parlant du commerce extérieur. Les ressources naturelles présentes sur le territoire québécois-canadien sont en demande un peu partout dans le monde, ce qui va favoriser le commerce extérieur. Qu'est-ce que le commerce extérieur? En fait, c'est le commerce avec d'autres pays. C'est la vente, par exemple, de ressources, de matières premières, comme des minerais, comme les arbres, et aussi la vente de produits transformés. Donc, c'est la vente de tout ça à d'autres pays. C'est le commerce extérieur. Et le commerce extérieur va stimuler, va faire croître l'économie de la province et du pays. Même si une entreprise, que ce soit une entreprise québécoise, canadienne ou étrangère, ça va quand même favoriser l'économie de la province ou du pays parce que l'activité industrielle se passe au Québec, au Canada. C'est la fin de cette vidéo sur la deuxième phase d'industrialisation pendant la période 1896-1945. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos du module pour compléter ta révision.